Salut les grognards. Voilà, j'ai été voir le film Napoléon de Ridley Scott. Donc, je fais cette petite vidéo pour partager mon impression avec vous et en même temps échanger via les messages sur cette vidéo ce que vous avez, pour ceux qui l'ont, ce qu'ils ont en pensé et pour ceux qui n'iront pas le voir, pourquoi et comment. Donc, j'ai été voir ce film en toute connaissance de cause, on va dire. Hein. Je savais où je mettais les pieds, puisque après la bande-annonce et les différents commentaires qui ont été faits après sa sortie, entre le moment où il est sorti et le moment où j'ai le voir, donc j'ai vu des vidéos de commentaires, etc. Donc bon, là-dessus, je savais ce que ça allait donner. Donc le film commence, hein, comme on l'a vu, avec l'exécution de Marie-Antoinette, sur le regard perplexe de Bonaparte. Ensuite, on a la rencontre avec Barras. Pas mal fait, hein, donc on voit qu'il est arrivé là par des milieux politiques, et Barras, donc, il me confie la mission d'aller à Toulon, pour essayer de foutre les Anglais dehors. Et Napoléon lui a exposé son plan. Bon, l'autre, il a tout de suite vu qu'il allait faire un cador. Donc, même capitaine, il l'envoie. Donc, voilà, la bataille de Toulon, ouais, j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Pressionnant, le boulet dans le poitrail du cheval, c'était assez impressionnant. Et les bateaux dans le port, dans la rade de Toulon aussi, c'était très bien fait, j'ai trouvé. J'ai trouvé que celle-là, sur Toulon, c'était très bien fait, cette bataille. Ensuite, notre ami est nommé général, hein, et il retourne, et là on saute directement à la rencontre avec Joséphine, parce qu'en fait, bon, pour ça je vous ai mis en image le couple Joséphine-Napoléon, parce qu'en fait c'est le fil du film, hein. Voilà. C'est les relations entre Napoléon et Joséphine. C'est ce qu'a voulu faire Ridley Scott, quoi. Et derrière, bon, au fond, on a l'épopée napoléonienne. Donc la rencontre avec Joséphine, ensuite il part en Égypte. Là c'est pareil, c'est beau. C'est très belles images, j'ai beaucoup aimé. Bon, la bataille des pyramides, 3 coups de canon sur la pyramide terminée, au revoir. Bon, ça, on se doute bien que c'est pas le but du film. Ensuite, on a quoi? On a le coup d'État. Ça va, pas mal fait. Pas mal fait. On voit un moment qui perd pied, qu'il est... comme réellement ça s'est passé, hein, il est sous pression, il est au bord de la crise de nerfs, et c'est son frère qui sauve l'affaire. Ah oui, entre-temps, il y avait avant le coup d'état du Bremer et l'Égypte, j'ai oublié, il y avait évidemment, quand il a réprimé la révolte des royalistes. Hein. Ça, c'est aussi bien fait. Seul regret, c'est qu'on voit pas Murat, mais ça, c'est dommage. Sur le siège de Toulon, on voit un des seuls personnages qu'il appelle, dont il prononce le nom c'est en tant que des personnages, on va dire, militaires, hein, c'est Junot. À Toulon, il gueule Junot, feu, et ça. Donc là, on voit Junot. Donc coup d'état du site de mer, donc c'est bien résumé. Hein, et à part quand il monte les escaliers, là, qu'on le voit de dos, j'ai trouvé un peu lourdeau. Hein, c'est l'époque Napoléon était quand même un peu encore maigrelet. Le sacre, bien. Beau décor, beau costume, c'était superbe. Bon, évidemment, quand il se met la couronne sur la tête en prononçant la phrase, c'est pas à ce moment qu'il a prononcé cette phrase, hein, j'ai ramassé la couronne de France dans le caniveau, etc. Mais bon, passons, c'est
c'est normal de le glisser à ce moment-là, je pense. Hein. Faut qu'il résume en 2h30 la vie de Napoléon, Ridley Scott. Donc, alors ensuite Austerlitz. Ah oui. Alors là, bon, bah, Austerlitz, c'est pareil. Hein, je résume ça rapidement. Il a voulu mettre en scène, on va dire, la surprise par laquelle il a vaincu les Austro-Russes. Alors, on a un petit passage aussi au départ où il y a la rencontre entre le tsar Alexandre et l'empereur François Ier, encore à l'époque, qui est pas mal. Bon, on voit un peu le personnage de ces deux personnages. C'est pas mal fait. L'acteur qui joue le rôle d'Alexandre colle un peu pas mal au portrait qu'on a du vrai Alexandre Ier. Et d'ailleurs, je trouve qu'il ressemble beaucoup à l'acteur qui joue, pareil, le tsar dans l'Austerlitz d'Abécance. Deux acteurs se ressemblent beaucoup. Et ressemblent donc historiquement à cet empereur Alexandre. Donc là, pas mal. Bon, ben voilà, résumé, hein, je reviendrai pas à la fin de la vidéo sur ces batailles. Ensuite, on a Tilsit, hein, donc la rencontre entre le tsar et Napoléon. Là, pas mal aussi. On voit que Napoléon essaye de séduire le tsar, qui se crée une amitié. Bon, c'est ce que ça deviendra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le divorce avec Joséphine, hein, voilà. Donc, qui est... Alors, qui est pas... Ouais, je veux dire, c'est un petit moment de tristesse quand même. Un petit moment de tristesse dans le film, hein. On voit bien que, bon, ils se séparent, pas de gaieté de cœur. Mais voilà, tout ça, ça tient dans... C'est le fil du film. On a la rencontre avec ça y est, j'ai un trou. Je vais mettre une pause, j'ai un trou. Oui, la rencontre avec Marie-Louise. Voilà. Donc, j'aurais trouvé, j'ai trouvé qu'il aurait pu faire ça historiquement, c'est-à-dire montrer Napoléon allant à sa rencontre et avec son cheval, interceptant le carrosse, montant dans le carrosse, etc. Non. Bon, il a fait ça du automne de manière, Napoléon qui la reçoit dans son palais. Et après, petit échange d'amabilité, et il lui dit, je vous montre la chambre. Voilà. Donc là, Ridley Scott a dit, on va faire voir qu'il s'est remarié pour qu'il ait une succession, hein, un fils tant qu'à faire. Donc ça a été la scène pour montrer tout ça. Ensuite, on a la campagne de Russie, donc on les voit partir. Colonne d'hommes se fait attaquer par des Cosaques. Bon, ça, c'est historiquement vrai, pas de problème. Alors la bataille de Borodino, alors là moi j'ai rien compris. Elle a été très rapide, on voit Napoléon chargeant dans sa tenue de général de l'époque révolutionnaire, donc j'ai pas tout compris, j'ai pas tout saisi lorsqu'il fait... Est-ce qu'il fait un... Enfin, je revois le film, hein, parce que là, j'ai pas saisi. Est-ce qu'il fait un comeback sur quand il était général, qui chargeait? Enfin, bref. Là, j'ai pas compris. Alors, son arrivée à Moscou, très bien. Ah, on voit bien le désert, et tout le monde s'est barré. Son entrée dans le palais, dans le Kremlin, très bien. L'incendie, très bien aussi. Ah, on voit toute la frayeur qu'il saisit... Non, ça, de ce côté-là, bien. Très bien. Ensuite, la retraite de Russie, pareil, on voit quelques épisodes d'attaque de Cosaques. Moment où il essaye de remotiver ses troupes. Et là, on saute, paf, directement à l'abdication. Tac, ici, devant.
généraux, enfin les maréchaux, signent son abdication. Direction l'île d'Elbe, alors on le voit arriver à cheval dans les rues d'une ville de l'île d'Elbe. Il y a un journal, parce qu'on voit que le tsar rend visite à Joséphine, et on le traite de cocu dans un journal anglais, ça l'énerve, etc. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et bien, et puis après, bon, on arrive à Waterloo, quoi. Donc on voit devant qu'on voit dans les extraits du film, enfin, dans la bande-annonce du film, hein, où il y avait tous les petits drapeaux. Moi je croyais que c'était Austerlitz. J'avais fait une analyse complètement bidon là-dessus. Non, non, c'est Waterloo. Les différents corps d'armée qui vont attaquer la France, et il explique qu'on va attaquer les Anglais, Blücher, etc. Alors Waterloo, je vais revenir là-dessus à la fin sur les batailles. En fait, ensuite, bon, Waterloo, on passe à la fin, donc on part pour Sainte-Hélène, on le voit un petit peu à Sainte-Hélène, avec échanger avec des petites filles, et puis là, de dos, on voit dos, il tombe de sa chaise, tac, terminé, fini. Alors on le voit mal rasé en plus, je n'ai pas souvenir que Napoléon s'était laissé aller Sainte-Hélène. C'était un homme qui était toujours très toujours une rasée, bien peignée, enfin, etc. Bon, bref. Donc voilà, ça finit comme ça. Alors, et c'est pour, alors oui, c'est pourri de erreur historique. Ça, c'est bon. Je quitte l'Égypte, j'abandonne mon armée parce que j'apprends que je suis cocu par Junot et que ça me fâche. Non, on sait très bien que c'est parce qu'il avait une visée politique, hein, qu'il a quitté l'Égypte. Mais bon, comme c'est le fil conducteur de ce film, et à la fin, pareil, quand il a Sainte-Hélène, on entend la voix de Joséphine, tout ça, ça a été le cadre de son film, Ridley Scott. Joséphine Napoléon. Voilà. Les batailles. Les batailles, eh ben écoutez, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il résume. Il résume. Il fait même plus que résumer, il réduit, il transforme pour qu'on ait l'impression de ce qui s'est, pour le grand public, ils aient l'impression de ce qui s'est passé. Voilà. Austerlitz, c'est ça, c'est le piège. Je tends le piège, il tombe dedans, je gagne. Alors, je vais dire, la Moskova, bon, j'ai rien compris. Hein, on voit une charge et tout, paf, il se rentre dedans. Bon, peut-être, voilà, ça a été ça, il a peut-être voulu résumer l'attaque des grandes redoutes, où ça a été une boucherie, etc. Bon. Waterloo, pareil, on voit cet échange de courses, d'estafettes, là, pour prévenir un Wellington que les Prussiens arrivent, l'autre estafette française que à dire Napoléon, attention, les Prussiens arrivent. Et puis on a la pluie au début, oui, il montre bien la pluie, que ça a changé. Alors, on voit pas vraiment, il explique pas vraiment, à un moment on comprend pas vraiment que ça a vraiment eu un impact sur la bataille, mais bon, il le montre. À la fin, bon, la cavalerie, Parnay, alors on est oui, avec une moustache. Alors moi au début, on le voit le personnage avant, je croyais que c'était Murat. Et à la fin, ben, je dis merde, en fait c'est Ney, quoi. Et les moustaches, je croyais que c'était Murat, parce que bon, à un moment il avait les moustaches, Murat. Et ben non, merde, c'était Ney. Et il n'était pas roux en plus. Bon. Et donc on le voit charger avec la cavalerie en avant. Bon, ça tourne autour des carrés. Bon, voilà, c'est résumé. Bon, il faut résumer. Il a résumé un peu l'action. Après, à la fin, on voit les Prussiens qui arrivent, là, qui arrivent sur une aile. Et puis voilà, c'est la fin. Et alors, on a Napoléon qui charge, évidemment. Et il fallait un peu de ça quand même pour faire vibrer un peu le spectateur. Et donc les batailles, ouais, bon, ben voilà, quoi, c'est comme ça. Donc en résumé, bon,
j'ai trouvé ça, bon, c'est un film, on va dire moyen quand même. Mais bon, on passe un bon moment. Voilà. Pour ceux, bon, j'étais avec ma femme, elle m'a dit, ouais, on a passé un bon moment. C'est pas le film du siècle, hein, c'est clair. C'est clair, c'est pas le film du siècle. Mais comment résumer Napoléon, la vie de Napoléon en un film, c'est pas possible. Pas possible. L'autre fois, j'ai regardé une émission qui était pas mal sur d'historiens sur Figaro TV, je sais pas quoi. Et il y en a un qui a dit que Abel Gance, par exemple, avait prévu, je crois, 10 ou 11 films pour la vie de Napoléon. Bon, il en a fait 2. Il a fait celui qui s'appelle Napoléon, donc qui va de son enfance à la campagne d'Italie, et après il a fait Austerlitz, donc qui va du Sacre à Austerlitz. Mais bon, voilà. Alors, il a fait des raccourcis. Bon, comme a dit Jérémy de la chaîne La Taverne d'Ibrahim, c'est vrai que c'est pas un film anti-français, du tout. Du tout. On sort de là, on n'est pas vexé. En tant que Français, on n'est pas vexé. Bon, à la fin, ouais, il y a la fameuse liste des nombres de morts qu'il y a eu pendant les guerres napoléoniennes. Mais bon, c'est sûr que c'est pas lui qui en est le principal responsable. Hein. Ça, faut s'adresser à messieurs les Anglais. Les Anglais qu'on voit avec Wellington dans le film, même au départ, où on voit... Il a quand même essayé de glisser dans le film quand même que Napoléon a quand même constamment cherché à faire la paix. Ça, c'est bien, de sa part. Même si à la fin, voilà, il annonce les morts. Napoléon a livré 60 batailles, il y a eu tant de morts à telle bataille, au total il y a eu tant de morts. Bon. En même temps, si on n'y avait pas déclaré la guerre, hein, il n'aurait pas été faire les batailles. On peut y mettre sur le dos ceux de l'Espagne, ouais, parce que là, il est clairement coupable de cette guerre. Par contre, vous pouvez éviter la guerre contre les Russes en 1812, non, parce que les Russes se préparaient aussi à attaquer. C'est-à-dire, réformer l'armée, c'était pas pour faire joli, hein, pour défiler à Saint-Pétersbourg. Hein, c'était fait pour rentrer dans l'art des Français. Donc, voilà. Ça sera pas le plus grand film sur Napoléon, c'est évident. Mais c'est pas un film sur Napoléon. C'est un film sur Napoléon et Joséphine. Voilà. C'est ça. Donc, pour boucher les trous, bah, il a mis l'épopée napoléonienne. Mais au bout du compte, c'est quand même un film principalement sur Napoléon et Joséphine. Donc, voilà, faut le voir comme ça. Pas le voir comme un film sur l'épopée napoléonienne. Et on a du personnage, en fait, qu'est-ce qu'on apprend du personnage de Napoléon? Qu'il est quand même, il est un peu bipolaire, quoi. Il est capable d'avoir beaucoup d'affection, puis d'avoir des moments de colère. Quand il divorce, Joséphine, elle ne veut pas signer le papier, lui met une claque. Bon, il ne veut pas une grande masse dans la gueule, mais une petite claque quand même. Regardez, bon, c'est pour la France, madame. Bon. Mais on voit bien que, voilà, il a ces moments colériques, mais derrière, il est capable de... On le voit dans le film, à un moment, jouer avec leurs enfants, le passage avec la naissance alors c'est pareil, la naissance de son fils, enfin qu'on lui amène son fils, quand il vient de naître, c'est beau, c'est bien. Ensuite il va le présenter à Joséphine, donc tout ça c'est bien, c'est beau. Alors, historiquement, on aurait aimé que... Pourquoi il s'est privé, par exemple, pour les batailles? Pourquoi il s'est privé, à l'heure actuelle, avec les images de synthèse et tout, pourquoi il a fait ce qu'il a fait? Là, on voit les batailles, c'est n'importe quoi. Alors, bon, pas qu'il ait voulu résumer rapidement les batailles, non, c'est pas ça. Le truc, c'est la façon dont ça se déroule. D'ailleurs, des corps à corps, on se croirait à l'époque de l'attaque des Germains
contre les légions romaines dans la forêt de Teutobourg, quoi. Les mecs qui se jettent les uns sur les autres, les charges de cavalerie, c'est n'importe quoi. Ah là-dessus, il aurait pu faire un effort quand même. Essayer de, je sais pas moi, comme dans le dernier film qui a été fait sur Alexandre le Grand, on voit les batailles, on voit de haut les phalanges, c'est que de l'image de synthèse, mais c'est beau. Ensuite, on a une plongée, on voit les troupes de près, ça aurait été bien de faire ça, pourquoi il l'a pas fait? C'est dommage. Les gens auraient tout à fait compris ce qui se passait. Même ceux qui connaissaient rien aux batailles de Napoléon. Même chose, ouais, les petites choses, voilà, comme ça, la naissance de son fils, quand même, qui a été un drame. Il aurait pu la montrer, ça aurait pas coûté grand chose. Hein, l'accouchement se passe mal, finalement, il lui demande s'il faut sauver la mère ou le fils, il dit la mère, parce que on pourra toujours en refaire à d'autres, des enfants, et on met le fils de côté, par terre, et puis finalement, c'est un des médecins qui va s'en occuper, qui a quasiment le réanime, et l'enfant survit. Ça, il aurait pu le montrer quand même. Ça ne coûtait pas grand chose. Des petits trucs comme ça qui... C'est dommage. C'est dommage. Il aurait pu montrer... Alors il en a montré aussi, c'est vrai. Mais on en aurait aimé un peu plus. Voilà. J'ai bien aimé, bon, à un moment, à la fin sur Waterloo, t'as un sniper là, qui tire dessus, ça fait un trou dans le bicorne, bon, admettons, c'est sympa. À un moment, il tire l'oreille, il tire l'oreille d'un petit enfant dans la rue, là, quand il sort quand il va être il apprend à Joséphine que bon, ils vont couronner en impératrice empereur, et il sort de la rue, il y a un gamin, et hop, il bouge l'oreille, c'est sympa, quoi. Il y a des petites choses comme ça dans le film qui étaient sympas. Bon, il faudrait le revoir, parce que bon, là, des fois, on rate des petits trucs. Mais bon, on va dire que dans l'ensemble, on va pas bouder notre joie d'avoir un film sur Napoléon, même si c'est Napoléon et Joséphine. On va pas bouder de notre joie. On attend la série de Spielberg, tant promise, sur Napoléon, avec tout ce qu'avait mis Stanley Kubrick de côté pour faire... Lui, je crois qu'il ambitionnait de faire plusieurs films aussi, je crois. Alors, je crois qu'il y a... J'ai entendu parler aussi qu'il y avait un projet français. Bon, espérons. Mais bon, faut pas tirer sur l'ambulance. Hein. Il a fait un film, il ne crache pas sur les Français, il crache pas sur Napoléon. Voilà, c'est quand même... et puis bon, on va rappeler quand même que le cinéma et l'histoire, ça fait pas forcément bon ménage. Hein. Combien il y a de films historiques, qui font n'importe quoi. Il y en a un paquet. Hein. Parler au départ de Marie-Louise, Marie-Antoinette guillotinée, et des films sur Marie-Antoinette qui frôlent la honte. La pauvre, elle transforme en lesbienne, faut arrêter, quoi. Donc, voilà. Ridley Scott, oui, il a pris des largesses. Bon, il aurait pu faire mieux, c'est sûr, sans on va dire, qui modifie le film de son film, mais voilà, sur quelques petits trucs. Voilà, bon, bah écoutez, on va arrêter là cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai sûrement oublié quelques trucs, parce que je fais ça quand même. Je fais ça vite fait, j'ai pris juste quelques notes, mais rien de... Donc je fais ça vite fait, j'ai sûrement oublié quelques détails, tout ça. Ah si, je voulais, sur les costumes, très bien. Les costumes, j'ai trouvé ça chouette. Le respect d'uniformologie, c'est correct. On voit quelques trucs comme ça qui se baladent, mais bon, ça va, c'est très correct.
l'uniforme de Napoléon, du tsar, tout ça, c'est pareil, hein, j'ai remarqué sur le moment il y a la rencontre entre Napoléon et donc après Austerlitz, Napoléon et François Ier, oui, François, l'empereur d'Autriche. On voit même que sur l'empereur d'Autriche, il porte la décoration de la Toison d'Or. Donc c'était vraiment respecté. Pareil pour le tsar, décoration, pareil pour Napoléon. Les uniformes des troupes, ça, oui, ça colle. On les voit en bicorne à Austerlitz, on les voit en shako après. Donc tout ça, ça paraît, c'est pas mal respecté. Hein. À part, j'ai vu un petit truc là sur les chevaliers gardes, à un moment en 1814, le tsar vient rencontrer Joséphine à la Malmaison. Il est escorté par ses chevaliers gardes et on voit qu'ils sont en fait dans les uniformes qu'ils avaient en 1805, alors que c'est plus le même uniforme. Mais bon, ouais, c'était juste un petit détail comme ça. Sinon le reste, ça passe. Même un petit, oui, ça passe. De toute façon, c'est pas un film pour. C'est un film pour tout le monde, les gars. Ils vont. Ma femme, elle a regardé le film, elle n'avait rien à foutre qu'il soit dans un uniforme comme ci ou comme ça. Voilà. On salue quand même l'effort qu'ils ont fait là-dessus. Voilà, donc je pense que Dylan disait que s'ils avaient un Oscar, ça serait sûrement sur les costumes. Parce que tous les costumes, de la populace, tout ça, c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Voilà les grognards, mon impression sur ce film. Laissez vos impressions dans les commentaires. Voilà, on se retrouve rapidement avec une nouvelle vidéo. Hein. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous. Et malgré tout, vive l'empereur.